Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan lecture du mois de juillet et j'ai Voldemort sur les boobs. Voilà, je suis hyper contente, ce t-shirt je l'adore. Ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler. Je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois de juillet et il n'y a pas eu d'énormes coups de cœur, genre nouveaux livres préférés et tout. Donc je suis un peu déçue, le mois était pas hyper cool honnêtement au niveau des lectures. Donc on va commencer déjà par le sujet qui fâche et on va commencer par les livres que je n'ai pas fini et que j'ai abandonné et que probablement que jamais je ne les reprendrai. Il y a donc Aurora Rising de Jay Kristoff et Amy Kaufman. L'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait finalement le bibliothon, c'est parce que j'ai vraiment pas aimé le livre, enfin le livre de groupe en fait, le group book, et c'est Aurora Rising de Amy Kaufman et Jay Kristoff qui en gros apparemment ça a été comparé aux Gardiens de la Galaxie. Et c'est l'histoire d'une espèce de gang qui doivent, en gros, qui sont dans une école, des jeunes. Et là, pour l'instant, à 60 pages dedans, j'en étais que à la formation de leur espèce de gang, en fait. En gros, c'est un peu les casques bleus de l'univers, parce que les humains et autres espèces ne vivent plus sur la Terre, puisqu'on est dans le futur. Et j'ai pas accroché pour l'instant. S'il y a des gens qui me disent non mais il faut absolument que tu le lises et tout, peut-être que je le lirai, mais franchement pour l'instant juste non, voilà, je l'ai stoppé et je ne l'ai pas repris. Je suis arrivée à peu près un tiers de l'affaire Lolita de Penelope Fitzgerald et c'est juste que en fait c'est exactement la même chose que le film. Donc je ne vois vraiment aucun intérêt à lire le bouquin parce que c'est exactement la même chose que le film qui est sorti sous le nom de The Bookshop. J'ai pas trouvé d'intérêt à lire ce bouquin et alors, gros fail aussi. Une trop bruyante solitude de Bohumil Rabal qui est un bouquin, j'oublie à chaque fois, tchèque. Et c'est juste, mon dieu, je sais que c'est un grand classique de la littérature tchèque et j'aurais aimé l'aimer. Mais je suis allée à 50% et je n'ai pas pu continuer parce que je m'ennuie et je ne vois aucun intérêt à l'histoire. Alors j'imagine qu'il y en a un, j'imagine que c'est fascinant, que c'est moi qui ne comprends pas, qui n'est pas voilà, l'amour, des belles lettres ou je ne sais quoi, mais franchement, non quoi. Juste non. Voilà, maintenant qu'on a parlé de tous les livres que je n'ai pas finis pendant ce mois, et il y en avait pas mal, parlons des livres que j'ai lus. La première quinzaine de juillet, j'étais en Angleterre et donc je n'ai quasiment rien lu parce que je travaillais. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Et le seul livre que j'ai lu, c'est Apocalypse Blues, le tome 1, La saison des ravages de Chloé Jo Bertrand. Il faut savoir que c'est la nouvelle collection Big Bang des éditions Brajlon. Et ils m'ont envoyé les 3 livres de la collection Big Bang pour notamment que je vous en parle pour que je les lise et ensuite que je vous en parle. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, même s'il m'en manque un techniquement. Du coup, Apocalypse Blues, ça parle de 4 garçons. Je crois qu'il y a Matthew, Kiran, Tobias et Charlie. Et en fait, il y a eu l'apocalypse. Et on est dans un univers post-apocalyptique. On démarre à l'apocalypse, qui est climatique d'ailleurs. Et c'est un petit peu la Terre se rebelle en fait, on va dire ça comme ça. Et donc on va suivre ces 4 jeunes garçons qui ont entre 10 et 20 ans. Et en gros, tout a disparu, tout le monde qu'ils connaissaient a disparu. Et ils vont devoir survivre dans ce monde qui est complètement en ruine. Et ce qui était hyper intéressant, et ce qui est toujours intéressant dans les romans post-apocalyptiques, c'est de voir, en fait ça révèle la nature de l'être humain très clairement, et il y a des gens qui en profitent de cet apocalypse et qui profitent du malheur des autres et qui cherchent à oppresser, à séparer, à torturer d'autres êtres humains en fait, et qui se transforment en monstres. Et il y a des êtres humains qui au contraire conservent leur humanité et conservent cette envie d'aider leur prochain et cette envie de communauté en fait qui est très fort. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce bouquin en fait, c'est l'esprit de communauté, c'est l'esprit, c'est de voir ces deux versants un peu de la nature humaine, et aussi des gens qui se retrouvent au milieu qui sont un peu chacun pour soi et essayent de sauver leur peau d'abord sans pour autant essayer
tuer d'autres personnes mais sans pour autant les aider non plus, et j'ai trouvé que c'était assez bien exploré, très honnêtement. L'histoire des deux frères, c'est Matthew et Tobias je crois, m'a beaucoup touchée. Tout ce qui est les histoires de frères et sœurs, souvent ça me touche au cœur, et là on a une séparation horrible de deux frères et bah une quête pour se retrouver, et voilà, c'était ce qui m'a fait le plus mal je pense dans ce bouquin. Et ce que j'aime aussi, c'est un roman young adult, et effectivement les adultes, il y a quelques adultes quand même, mais on est sur 4 jeunes adultes en fait. Et c'est intéressant de voir aussi comment les adolescents se comportent sans les adultes et sans les figures d'autorité qu'ils ont l'habitude de suivre et d'écouter. Et voilà, je pense que c'est un premier tome très prometteur, et je lirai la suite avec grand plaisir, et j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu un thriller qui était dans mon challenge du tiroir. J'étais pas hyper excitée à propos de ce thriller, c'est La maison d'à côté de Lisa Gardner, ou alors en anglais The Neighbor. Et on suit une famille, la femme disparaît, tout le monde pense qu'elle est morte, mais il n'y a rien qui prouve qu'elle est morte, et en fait directement on va suspecter le mari, ils ont une petite fille, mais dès le début ils sont un peu, cette famille on se rend compte qu'elle est un peu étrange et qu'ils sont vachement à se protéger, et que genre ils ont mis des protections aux fenêtres et tout, qu'il y a genre 10 verrous sur la porte en bas, donc on se demande est-ce que en fait est-ce que c'est fait pour garder quelqu'un, un intrus de l'extérieur, ou est-ce que c'est fait pour emprisonner quelqu'un qui est à l'intérieur de la maison. C'était un thriller qui était hyper bien fait. J'avais déjà lu Lumière Noire de Lisa Gardner l'été dernier et j'avais beaucoup aimé. C'est pas les thrillers les mieux faits du monde. Par exemple, j'ai lu Dennis Lehane, j'ai lu Gillian Flynn, et voilà, ça c'est juste des maîtres. Stephen King aussi. Lisa Gardner, ça se lit vite, ça se lit bien. Là, pour le coup, j'ai été hyper déçue de la fin, que j'ai trouvé mais tellement pas crédible. J'étais là genre non mais ils vont pas faire ça. Il y avait 500 pages qui étaient très bien, qui tenaient en haleine, qui étaient cohérentes. Et alors, on a les 50 dernières pages où voilà, j'étais carrément déçue, et voilà quoi, je peux rien dire d'autre, j'étais déçue, j'ai pas trouvé ça crédible, et donc effectivement ça a fait redescendre la hype du bouquin, parce qu'en fait la fin pour moi a gâché le bouquin. C'est à dire que le bouquin il partait vraiment sur vraiment une bonne intrigue qui tient en haleine, du suspense, pas trop de personnages, etc. Et ça partait sur genre 4 sur 5 ou un truc comme ça, vraiment un bon livre. Et là, avec la fin, ça a descendu en 3 sur 5, quoi, parce que la fin c'est vraiment 2. Le reste du bouquin c'est 4, donc ça fait une petite moyenne, 3. Et voilà, malheureusement, c'est un thriller que j'ai bien aimé pendant 500 pages, et la fin, voilà. C'était vraiment, voilà, anticlimatique, comme on dit. Hein, c'était pas terrible. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit du Serment de l'orage de Gabriel Katz. Donc on retrouve le deuxième livre que les éditions Brajlon m'ont envoyé, qui est toujours de la collection Big Bang. Et on va suivre, comment s'appelle-t-il, Morgan et Sinon. Je le prononce à l'anglaise un peu parce que ça se passe en Anglia normalement. Enfin c'est censé, pour moi c'est l'Angleterre, pour moi c'est un roman historique, c'est censé apparemment être de la fantasy, je vois pas du tout pour l'instant où est l'élément fantasy, enfin je le vois, c'était très léger, et moi j'ai plus pensé que c'était du fantastique historique qu'autre chose, mais bon. Donc on suit ces deux jeunes chevaliers qui en fait sont un peu, enfin c'est pas des ratés parce qu'ils sont hyper jeunes, mais il faut qu'ils fassent leurs preuves, et ils sont pris sous l'aile de Edwin de Gore, et il a un nouveau fief dans les hautes terres, et ils vont devoir y aller pour essayer de d'acquérir plus ou moins ce fief, et ensuite quand ils auront bien vu où il est placé, tout ça, etc., ils appelleront la femme de Edwin et tout, bref. Et donc il y a une malédiction sur cette terre, et il y a des choses bizarres qui se passent, des gens qui meurent, des morts inexplicables et tout. Et ça c'était la première partie plus ou moins du bouquin, et ça m'a pas mal plu. Cette espèce de mystère, cette espèce d'ambiance un peu gothique et tout, c'est hyper anachronique ce que je dis parce que le gothique n'existe pas à ce siècle là où ça se passe, mais on avait des personnages quand même qui étaient assez clichés, et un scénario qui était pas hyper original selon moi, on va dire. Et alors la fin du bouquin m'a pas vraiment convaincue ni par les personnages féminins, même si à la fin il y a un petit retournement de situation qui est assez appréciable parce que sinon les personnages féminins seraient tellement clichés, hein, mais voilà, je
pense que si on est jeune, si on est si on est jeune, si on n'a jamais tenté, moi je catégoriserais ça plus comme historique, fantastique, etc. Ça peut être sympa, ça peut être une bonne introduction un peu au code du genre. Et perso, bah ça m'a fait un peu ni chaud ni froid et il y avait des éléments qui étaient intéressants, tous les éléments avec la crypte, tous les éléments avec l'île à laquelle on peut pas accéder, ce genre de choses. Pourquoi on lui a offert ce terrain qui était complètement abandonné et quasiment hanté. Mais ouais, franchement, désolée Gabriel Katz, parce que d'habitude, enfin, j'ai lu Aeternia et j'ai beaucoup aimé, et là je lis Le Serment de l'Orage et je suis... Ensuite, j'ai lu le tome 8 de The Promised Neverland et je vais pas pouvoir vous en dire trop parce que c'est le tome 8, mais j'avais grande hâte de le lire et j'ai bien aimé. Enfin, mon tome préféré reste le 5 de toute façon, les vrais savent. Mais ce tome là était plus intéressant déjà que le tome 7 que j'avais trouvé un petit peu mou, et là bah on a un regain dans l'histoire. Et de base The Promised Neverland c'est l'histoire de 3 enfants qui sont dans une espèce d'orphelinat, et mais c'est pas un orphelinat comme les autres, et ils vont découvrir qu'il y a des secrets un peu noirs par rapport à cet orphelinat. Et voilà, c'est hyper chouette comme série de manga, je vous la recommande vraiment, et le tome 8 était vraiment pas mal. J'ai bien hâte d'avoir le tome 9 du coup. Ensuite nous avons les livres que j'ai lus pour le Reading Rush, et nous avons notamment 2 graphic novels qui se ressemblent un peu, 2 romans graphiques. Il y avait Witchy de Ariel Slamet Reese, et il y a Mooncakes de comment elle s'appelle, Susan Walker je crois. Witchy c'est l'histoire d'une jeune sorcière. Dans ce monde-ci, les sorcières et les sorciers, leur pouvoir est déterminé par la longueur de leurs cheveux, et cette jeune fille avait un père qui avait des cheveux extrêmement longs, les cheveux les plus longs, et en fait il a été tué sous ses yeux par le gouvernement, par la police du gouvernement, parce que soi-disant le fait qu'il ait trop de pouvoir les menaçait, alors que lui en gros limite c'était un fermier, il s'était retiré de la vie, il était pas du tout dans le gouvernement ni rien, il ne cherchait pas le pouvoir. Bref, on est quelques années plus tard du coup, quand elle est plus âgée, et donc elle a énormément de pouvoir ce qu'elle essaye de dissimuler parce qu'elle n'a pas envie de se faire attraper par le gouvernement et qu'il lui arrive la même chose qu'à son père. Et donc elle est dans une école de magie, et il va y avoir une conscription qui vise à enrôler des nouveaux gardes pour le gouvernement. Et j'en dis pas plus, mais il va y avoir des rebondissements, et c'est pas mal politique. Il y a aussi beaucoup de représentations, il y a une jeune fille trans, il y a des personnages avec des corps très différents les uns des autres, et voilà, on a pas mal de représentations et de diversité, ce que moi j'aime, voilà, j'aime ça. Et l'histoire était très bien tournée, l'histoire était haletante, les personnages sont hyper complexes. Moi j'ai adoré ce roman graphique, et si vous voulez en entendre un peu plus parler, je vous laisse dans la barre d'infos les vlogs du Reading Rush. Et pour ce qui est de Mooncakes, j'ai pas trop accroché, c'est-à-dire que pourtant c'était aussi une histoire de sorcière, il y avait de la diversité, il y avait une personne non binaire dans les 2 personnages principaux. Du coup ces 2 personnes étaient en couple, c'était un couple mignon, mais en fait ce perso, j'ai trouvé que le roman graphique a avancé à la fois trop vite et pas assez. J'ai pas réussi à comprendre, c'était à la fois lent et long, et j'ai pas accroché du tout au scénario en fait. J'aurais aimé qu'il soit mieux amené, et j'ai juste pas énormément accroché avec Mooncakes malheureusement, et ça m'a déçu de pas accrocher autant que je le voulais. Voilà, c'est quand même un bon roman graphique qui peut être très sympa à lire au moment d'Halloween, mais j'ai largement préféré Witchy. C'est pas la même histoire, mais il y a des sorcières quoi. Je suis restée sur un mood sorcière parce qu'on est en plein mois de juillet, donc pourquoi pas lire des trucs sur les sorcières, et j'ai lu... Enfin, j'ai fini la trilogie de All Souls de Deborah Harkness, et donc c'est le nœud de la sorcière, c'est le tome 3. Donc pour rappel, dans le tome 1, le livre perdu des sortilèges, livre que j'ai détesté, dans le tome 1, nous suivons Diana Bishop qui en fait est une professeure à Oxford. Elle vient faire des recherches sur le H-Moll 782, et c'est un livre d'alchimie, et donc en fait c'est un livre à moitié ensorcelé, une espèce de grimoire. C'est censé être le livre perdu des sortilèges, le livre de la vie, blabla. Et donc elle va rencontrer Matthew de Clermont.
Et ils vont tomber amoureux, c'est un vampire, elle est une sorcière, c'est interdit par le pacte entre les créatures et voilà. Après il va y avoir plein de problèmes dans tous les autres tomes, c'est-à-dire le tome 2 et le tome 3, et ils vont essayer de récupérer ce fameux livre de la vie, Book of Life, et voilà en gros. Elle va en découvrir plus sur ses pouvoirs, la famille de Matthew, etc. En gros. Ce tome 3, je l'ai carrément mieux aimé en fait. Bon, le tome 1, je l'ai détesté, donc c'est même pas la peine d'en parler. Mais le tome 2, j'avais bien aimé. Le tome 3, j'ai encore plus aimé parce qu'il y avait ce côté politique, ce côté de personnes qui réalisent que le pacte, en fait, ça les sauve pas en fait en tant que créatures. C'est juste pour éviter que les créatures se marient entre elles et du coup procréent entre elles. Et ça créerait en fait apparemment une race impure. Mais en fait, ces fameuses personnes impures seraient plus puissantes que les autres parce que bah, le métissage est toujours plus puissant que quand on reste dans sa petite lignée à être à moitié consanguin. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment le message à retenir, peut-être même de toute la trilogie en fait, et que une histoire d'amour du coup fondamentalement peut changer les choses et que ça peut abroger un discours haineux et que voilà, c'est entre guillemets, de manière hyper cliché, c'est l'amour qui nous sauvera de la haine en gros, de la haine entre les êtres humains. Et là c'était bah, la métaphore avec les créatures qui sont soi-disant différentes, qui n'ont pas les mêmes gènes et en fait gros spoiler, on se rend compte que plus ou moins non c'est possible de procréer entre elles et en fait ce ne sont pas des races si à part que ça et voilà. C'était le message de ce bouquin et moi j'adhère complètement à ce message, donc j'ai plutôt bien aimé ce tome 3. Voilà, même si j'ai toujours eu envie de tuer Matthew de Clermont, que j'adore dans la série, mais que je hais du plus profond de mon âme dans les livres. On va finir par deux romances de l'été, deux romances que j'ai lues. J'ai lu Emergency Contact de Mary H.K. Choi et c'est l'histoire de Penny et de Sam et Penny va rentrer à l'université au Texas à Austin et Sam travaille dans un café qui est juste à côté de l'université. Ils vont se rencontrer par un moyen plus ou moins détourné et finalement ils vont avoir en fait une relation. Penny devient le emergency contact de Sam qui a pas mal de problèmes et qui s'est évanoui en pleine rue et donc ils vont commencer à s'envoyer des SMS en fait et s'envoyer voilà et s'appeler et s'envoyer des mails, ce genre de choses, des trucs rigolos, mais en fait ils ne se voient jamais dans la vraie vie. Et à côté de ça, ils ont tous les deux des problèmes familiaux qui permettent aussi qu'ils puissent se connecter mieux. Et en gros c'est une romance vraiment assez réaliste, assez 21e siècle. J'ai bien aimé les personnages. Penny est un petit peu particulière, mais c'était intéressant d'avoir un personnage qui est pas forcément hyper admirable ou hyper qui attire pas genre la gentillesse et la bienveillance et qui respire pas tout ce genre de choses. C'était juste une personne assez normale, pareil pour Sam, et c'était des personnages très vrais qui ont une romance très vraie et très réaliste et moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était réussi et que s'il y avait la romance mais il y avait d'autres aspects aussi qui étaient assez intéressants dans ce contemporain et donc bah ouais, j'ai plutôt bien aimé Emergency Contact. Et le dernier roman dont j'ai envie de vous parler, techniquement je l'ai écouté en audiobook, est-ce que je vous recommande à 200% pour ce livre. Il s'agit du premier tome de la saga Royals de Rachel Hawkins. Et donc il y a deux tomes, il y a Prince Charming et Her Royal Highness. Et donc j'ai cru que j'étais en train de lire Her Royal Highness, mais non. J'avais le premier tome qui était Prince Charming. Et donc c'est l'histoire de, je ne sais déjà plus comment elle s'appelle, Jude ou quelque chose comme ça, Jude, June, tout le monde s'appelle comme ça en ce moment. Daisy, elle s'appelle Daisy, en plus j'adore ce prénom. Elle s'appelle Daisy et elle habite en Floride, elle a 17 ans. Mais sa sœur a fait ses études en Écosse et elle a rencontré le prince héritier d'Écosse et ils vont se marier. Donc pendant l'été entre je dirais sa première et sa terminale, Daisy va devoir aller en Écosse pour faire des apparitions, en gros pour montrer que sa sœur qui s'appelle Eleanor a de la famille. En gros on va présenter la famille à la famille royale écossaise, etc. Et voilà, faire des événements mondains, ce genre de choses, des trucs bien chiants qui ne correspondent pas du tout à Daisy qui est une grosse geek. En gros on a cette espèce de petite romance mignonne entre un membre de la famille royale plus ou moins qui est proche, on va dire quelqu'un de proche de des membres de la famille royale officielle et qui est écossais. C'est pour ça que je vous recommande d'écouter le bouquin parce que on a comment dire,
l'accent écossais et l'accent anglais et l'accent américain, du coup 3 accents qui sont hyper bien retranscrits. Si vous pouvez l'écouter en anglais, faites-le. De toute façon je crois pas qu'il soit traduit, donc vous aurez pas le choix si vous êtes intéressé. L'accent écossais est un peu dur à comprendre, mais ce qui est rigolo, c'est que le personnage américain, Daisy, a aussi du mal à comprendre les écossais, donc c'est très drôle en fait. C'est vrai que les personnes qui parlent anglais, selon leurs accents, ne se comprennent pas forcément entre elles. Alors imaginez quand nous, qui ne sommes pas du tout natifs de la langue anglaise, on arrive, des fois c'est compliqué. Mais bon, du coup j'étais trop contente, je l'ai écouté, il y avait 8 heures d'écoute pour l'instant, pourtant, et je l'ai écouté mais en moins de 12 heures quasiment, en moins de 24 heures, j'étais à fond, j'étais trop contente d'écouter ça et ça m'a juste remis du baume au cœur en fait. Et il y avait plein du coup de moqueries un peu sur la famille royale et aussi voilà, parler de qu'est-ce qu'on va dire à la presse et comment on peut limiter les dégâts pour certaines choses qui sont faites quand il y a des incidents et tout. Et c'était plus ou moins ce que je m'imaginais sur la famille royale. C'est mon avis sur Prince Charming, mais maintenant, parce que je croyais que j'étais en train de lire le deuxième tome, Her Royal Highness, maintenant il faut que je lise Her Royal Highness parce que c'est ça qui m'intéressait de base. Donc c'est tout ce que j'ai lu pendant ce mois de juillet, c'est déjà pas mal. Je vous dis, j'ai pas lu beaucoup, mais c'est juste que j'ai lu des trucs, mais c'est pas forcément, ça m'a pas forcément transporté ni transcendé en fait. J'ai vraiment adoré ce que j'ai lu pour le Reading Rush, en gros toute l'ambiance sorcière, Emergency Contact et ensuite Royals, Prince Charming que j'ai écouté. C'était vraiment les 5 derniers trucs que j'ai lus, c'est ceux qui m'ont fait le plus kiffer, sauf que voilà, c'était à partir du 22 juillet, donc en gros j'ai eu 22 jours où j'ai galéré, j'ai raqué les gars et j'arrivais à rien lire parce que rien ne me plaisait de ce que j'avais pris. Voilà, donc j'espère que mes lectures du mois d'août seront carrément meilleures. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Quelle est votre meilleure lecture du mois de juillet? Dites-moi tout dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.